Salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième vidéo sur Labyrinthe The War on Terror, publié par GMT Games en 2010. Dans cette vidéo, on va couvrir le setup, la séquence de jeu et l'anatomie des cartes. Alors, sans plus tarder, on part avec le setup. Labyrinthe est un jeu qui vient avec plusieurs scénarios. Il n'y a pas de setup universel dans Labyrinthe. Tout dépend du scénario que vous décidez de jouer d'un commun accord avec votre adversaire. Donc, à la dernière page du rulebook, vous allez avoir des choix de scénarios. Il y en a trois, plus une petite twist alternative. Je n'entrerai pas dans les détails de chacun des scénarios, mais j'ai l'intention de faire une vidéo exprès pour ça, avec des petites stratégies sur chacun des scénarios. Mais pour l'instant, étant donné qu'on parle du setup, là, c'est suffisant de dire qu'à la dernière page du rulebook, là, vous avez tous les détails pour chacun des scénarios, où vous placez chacun des markers, quel pays commence avec un certain niveau de governance, des troupes, des cellules terroristes, et ainsi de suite. Suivez ça aveuglément et vous allez être en business, comme on dit, pour démarrer votre game. OK, maintenant la séquence de jeu, je vais m'attarder à cette track-là ici, là, qui résume justement la séquence de jeu de manière assez simple en haut du board, en haut au centre du board. Fait que, à ma connaissance, encore à ce jour, 12 ans après sa publication, Labyrinthe se démarque encore de la majorité des card-driven games où je joue une carte, mon adversaire joue une carte, puis on alterne comme ça. Dans Labyrinthe, je joue deux cartes, mon adversaire joue deux cartes et on alterne comme ça. Ça ouvre la porte à des combos assez intéressantes quand on a notre main de cartes et qu'on regarde les possibilités, comment est-ce qu'on va jouer cette main-là au début de notre tour. Ça ouvre des possibilités très intéressantes. Là. Je vais peut-être jouer cet événement-là suivi de tel autre truc. Donc vraiment, là, pendant qu'on joue nos deux cartes, là, notre adversaire n'a pas la chance de riposter ou de réagir. Donc ça ajoute toute une twist intéressante qui fait justement que j'adore ce jeu-là. Donc, c'est toujours le djihadiste qui commence le tour avec son action phase dans laquelle il va jouer deux cartes. Ensuite, le US va jouer deux cartes. Et ensuite, on va résoudre les plots qui seraient encore sur le board à ce moment-là, chose qu'on va voir plus en détail plus tard. Et ensuite, on recommence avec l'action phase du djihadiste et l'action phase US, puis on alterne comme ça jusqu'à temps que les cartes en main aient été épuisées. Ce principe-là fait aussi que souvent en play by email, j'aime beaucoup ça parce que ça va deux fois plus vite. Fait qu'habituellement, en play by email, dans un card-driven game, quand c'est notre tour, on joue une carte, on passe le log à notre adversaire. Là, bien souvent, on va être capable de jouer deux cartes, puis ensuite on passe le log à notre adversaire. Alors, mine de rien, ça fait que les games roulent deux fois plus vite, ce qui est pas anodin dans du play by email où souvent les games vont s'échelonner sur quelques semaines ou quelques mois. Alors, si vous pouvez couper le temps en deux, c'est quand même intéressant. La seule twist qu'il y a par rapport à ça, c'est que l'Américain, lorsqu'il ne lui reste qu'une seule carte en main, va toujours avoir la possibilité de garder cette carte-là. OK? Même si c'est son action phase, même si normalement il serait supposé de jouer une carte, à partir du moment où il lui reste seulement une seule carte en main, il peut décider de la garder. Alors, par exemple, ça arrive à l'action phase américain, il lui reste deux cartes en main, il va jouer sa première. Oh, il lui reste une seule carte en main. Il voit que le djihadiste a encore des cartes en main. Typiquement, c'est ça, on va dire je garde ma carte pour être prête à réagir peut-être aux mauvaises surprises que le djihadiste lui réserve en fin de tour. Et le US peut toujours faire ça tant qu'il y a une seule carte en main. Le US peut toujours faire ça. J'aime le dire de cette façon-là. Le US est assuré d'avoir le dernier mot à tous les tours. OK? Même s'il y a moins de cartes au début, même si le djihadiste avait 9 cartes au début, le US en avait seulement 7, par exemple. Normalement, le djihadiste pourrait faire plein et pourrait jouer un paquet de cartes, une à la suite de l'autre. Mais non, le US va toujours pouvoir garder sa dernière carte en main pour être prêt à réagir. Bon, jusqu'à quand il garde cette carte-là? Ben, quand le djihadiste n'a plus de cartes en main. Le djihadiste, lui, n'a pas le choix. Il joue deux cartes à chacune de ses action phases. Il doit passer toutes ses cartes systématiquement. Il n'a pas ce privilège-là, il n'a pas cet avantage-là. Rappelez-vous, c'est un jeu très asymétrique. Donc, quand le djihadiste n'a plus de cartes en main et qu'on revient, dans le fond, là, à l'action phase US, euh, ben là, le US a deux choix. Soit qu'il discarte la carte, qui est typique si c'est un événement horrible djihadiste, le US va en profiter pour s'en débarrasser sans qu'il arrive.
Alors, même 75% du temps, c'est ça qui va arriver parce que c'est la seule façon officiellement que le US a de se débarrasser euh, d'un événement le djihadiste problématique. Donc, le US va soit la discarter ou il peut la garder dans sa main pour le prochain tour. Alors, il va recevoir autant de cartes qu'il était supposé de recevoir au début du prochain tour, mais il y a cette fameuse carte-là qu'il a gardée. Ça lui donne plus de flexibilité, plus de possibilités au prochain tour. Cette carte-là va s'ajouter aux cartes qu'il va recevoir lors de son prochain tour. C'est typique, ça, si le US avait une très bonne main. Il a réussi à se garder une carte qui n'est pas nuisible, peut-être une bonne carte neutre ou une bonne carte US. Il a réussi à se la garder en main jusqu'à la fin du tour. Ben, il va se dire, gars, il n'y a rien qui presse, il n'y a pas le feu. Je préfère la garder pour le prochain tour, en plus des cartes que je vais avoir pour être capable de mieux réagir à ce que le djihadiste va faire. Donc, on alterne deux cartes chacun, à l'exception de cette twist-là, de la fameuse dernière carte du US, qui a le privilège de garder, soit pour réagir, soit pour discarter à la fin du tour, ou soit pour garder dans sa main pour avoir plus de cartes au prochain tour. Je vais m'en tenir à ça pour la séquence de jeu pour l'instant. Comme je disais, on va revoir la fin de tour plus tard. Là. Puis on va peut-être réaborder ce sujet-là indirectement, là, mais ça vous donne une très bonne idée du déroulement du jeu. Maintenant, pour l'anatomie des cartes, je vous ai fait une petite sélection de mon cru de cartes. Question de bien pouvoir vous les expliquer. Là. Donc, comme dans tout classique card-driven game, souvent, en haut à gauche, chaque carte a une valeur en opération ou en ops qui, dans le cas de labyrinthe, va varier entre 1 et 3. Donc, il y a des cartes de 1, des cartes de 2, des cartes de 3. Je vous dirais que sur 120 cartes, j'ai pas fait le calcul officiel, là, mais grosso modo, vous vous trompez pas bien, le ratio est à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Fait que sur une main de 9 cartes, attendez-vous d'avoir 3 cartes de 1 hop, 3 cartes de 2 hops, puis 3 cartes de 3 hops. Plus ou moins que ça, vous pouvez vous considérer bad luckeux ou mardeux, comme on dit au Québec. Donc, vous avez la valeur en hops de la carte en haut à gauche. Vous avez ensuite un dessin si la carte est associée à une faction. Ça, c'est une carte américaine. Ça, c'est une carte djihadiste. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'absence de dessin, veut dire que c'est une carte que par abus de langage, je vais souvent appeler des cartes neutres. Officiellement, Labyrinthe appelle ça des cartes unassociated. Ça veut dire qu'ils ne sont pas associés à ni l'une ou l'autre des factions. On peut distinguer ça aussi par la couleur du background du chiffre des hops, donc gris. Gris pâle, c'est une carte neutre. Vert, c'est une carte djihadiste. Puis beige, c'est une carte US. Ensuite, vous avez le nom de la carte, le nom de l'événement, le titre de la carte. Un peu de flavor text qui, comme d'habitude, n'a aucune incidence sur le jeu, mais qui peut vous aider à situer l'événement, à le contextualiser. Une image, puis finalement le texte de l'événement comme tel. Alors, si vous jouez l'événement, vous devez suivre ces instructions-là pour le mettre en place. N'oublions pas le très important, je niaise, le très important card number, qui n'est qu'un numéro séquentiel pour aider à identifier les cartes, qui lui aussi n'a pas d'incidence sur le jeu. Mais quand on s'obstine sur une carte ou qu'on pose une question sur Board Game Geek, des fois on va dire j'ai une question sur la carte 103. On s'entend qu'on peut aussi la nommer par le titre, c'est aussi bon. Avant d'aller plus loin là, dans le détail des cartes, si vous êtes familier avec les card-driven games, vous ne serez pas surpris ici, mais je le mentionne quand même. Alors, si je suis l'Américain, j'ai cette carte-là en main, j'ai le choix de la jouer soit pour les hops ou pour l'événement. Alors évidemment, si je veux jouer l'événement, il faut que les prérequis de l'événement soient en place. On va voir tantôt, il y a beaucoup de cartes dans Labyrinthe quand même qui ont des prérequis. Pour être capable de jouer l'événement, il faut que les prérequis de l'événement soient en place. Si c'est pas le cas, c'est pas plus grave que ça, je joue les hops. Mais si c'est un événement qui n'a pas de prérequis comme celui-là, ou que le prérequis est en place, ben là, comme Américain, j'ai le choix entre les deux. Un ou l'autre. Si c'est une carte neutre, c'est le même principe. Fait que si j'ai cette carte-là dans ma main, comme Américain, je peux la jouer pour les hops ou je peux la jouer pour l'événement, encore là, si les prérequis de l'événement sont en place. La grosse twist arrive, et c'est là peut-être où les gens qui sont moins familiers que les card-driven games lèvent le sourcil. Ou sont scandalisés. Si je suis l'Américain et que j'ai cette carte-là dans ma main, étant donné que c'est une carte djihadiste, je ne peux que la jouer pour les hops. Et
l'événement va se produire. Donc, le seul pouvoir que j'ai là-dessus comme Américain, c'est le moment dans le tour où je vais la jouer. Et je peux aussi décider au moment où je la joue, est-ce que je veux faire les hops avant ou après l'événement. Alors, j'ai le choix entre faire les hops et ensuite l'événement arrive, ou faire arriver l'événement et ensuite je fais les hops. Mais si les prérequis de cette carte-là sont en jeu, sont en place, ou si la carte n'a pas de prérequis, je ne m'en sors pas, elle va arriver, même si c'est mon tour. Comme je disais tantôt, il y a bien des joueurs, quand on les initie aux card-driven games, qui sont là, mais my God, de quel droit? C'est mon tour, c'est mon action phase, comment ça que le djihadiste peut faire de quoi? C'est la vie. Alors, moi, j'adore ça. Quand on reçoit une main de cartes, le défi est toujours là, comment je fais pour maximiser mes cartes à moi, puis faire ce qu'on dit en bon québécois, du damage control sur les cartes de l'autre. Mais personnellement, là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, là. Donc, ceci étant dit, poursuivons. On va revenir sur les prérequis tantôt. Dans une autre vidéo, je vais montrer qu'est-ce qu'on peut faire exactement avec les hops, qu'est-ce que je peux faire avec une carte de 1 hop, 2 hops, 3 hops, qu'est-ce que ça fait si j'ai une carte avec plus de hops. On va voir ça dans d'autres vidéos. Là, on se concentre sur l'anatomie des cartes. Donc, on a vu ces trois-là, carte américaine, carte djihadiste, carte neutre, qui n'ont pas de prérequis. Alors, si j'ai cette carte-là en main comme américain, je joue les hops sous l'événement. Même principe avec celle-là. Par contre, si je joue celle-là, une fois que je l'ai jouée, euh, je décide si l'événement arrive avant ou après les hops, mais étant donné que c'est une carte djihadiste, je n'ai pas le choix. L'événement va se produire. On passe à cette carte-là ici, les forces spéciales. Ce qui la distingue, l'affaire nouvelle qu'on a sur cette carte-là, c'en est un fameux prérequis. Alors, un prérequis, on le reconnaît, c'est du texte en gris au-dessus de l'événement. Alors, dans le cas des Special Forces, l'événement ne peut avoir lieu que s'il y a une cellule terroriste dans un pays avec des troupes ou adjacente à un pays avec des troupes. OK? Donc, concrètement, au début de la game, scénario que j'ai setupé ici, l'Américain a deux troupes au Gulf States, a deux troupes en Arabie Saoudite. Les seules cellules sont situées en Afghanistan. Ce n'est pas adjacent à un de ces deux pays-là. Alors, en ce moment, le prérequis de Special Forces n'est pas rencontré. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si c'est l'Américain qui l'a dans sa main, il ne peut que la jouer pour les Ops. Et si c'est le djihadiste qui l'a dans sa main, même si c'est un événement US, ben le djihadiste n'a pas à craindre cet événement-là. L'événement, comme on dit encore là en bon québécois, passe dans le beurre et ne peut pas avoir lieu étant donné que ses prérequis ne sont pas en place. C'est aussi un cas, j'en profite pour revenir là-dessus. Si je suis djihadiste et que je décide de jouer cette carte-là et que j'ai l'intention de bouger une cellule au Pakistan, bien évidemment, ça c'est un cas où je vais dire comme djihadiste, au moment où je joue la carte, l'événement se produit ou l'événement essaie de se produire. Ce n'est pas possible parce que les prérequis ne sont pas en place. OK, maintenant j'ai joué la carte comme djihadiste, j'ai droit à un hop et je me sers de cette opération-là pour bouger une cellule de l'Afghanistan au Pakistan. On s'entend que c'est pas le move stratégique du siècle, mais on s'entend que si je fais ça dans l'ordre inverse, c'est-à-dire que comme djihadiste, je décide de faire les opérations avant l'événement, je prends cette même cellule-là, je la bouge au Pakistan, ben là arrive l'événement. Y a-t-il une cellule dans un pays ou adjacent à un pays avec des troupes? La réponse c'est oui. Et là, la cellule serait tuée par les forces spéciales. Alors, comme je disais, c'est pas le move stratégique du siècle. Le jeu à faire dans ce cas-là est évidemment que l'événement se produise avant qu'on fasse les ops. Bon, des prérequis, c'est pas toujours simple comme ça. On a ici une carte américaine où il y a pas moins de trois prérequis pour que l'événement puisse se produire. Alors, Abbas doit être en jeu. Quand on a du texte en italique, là, ça réfère à un autre événement. Donc, il y a un événement qui s'appelle Abbas. Donc, si cet événement-là est en jeu, si les troupes ne sont pas en overstretch et s'il n'y a pas de pays islamist rule adjacent à Israël, là, l'événement peut avoir lieu. Alors encore là, dans cet exemple-ci, on commence la game, à base n'est pas en jeu. Alors si vous avez cette carte-là comme djihadiste, on va dire comme on dit, dépêchez-vous de la jouer avant que la situation change, puis là que ça devienne une carte problématique. On va revoir ça dans les stratégies, mais généralement, on va essayer le plus tôt possible de jouer les cartes de l'adversaire pour lesquelles les prérequis ne sont pas en jeu avant que ça devienne un problème, là.
Fait que ça nous donne des hops sans remords et sans culpabiliser parce que les événements qu'on n'aime pas ne se produiront pas. D'ailleurs, je vous dirais que dans Labyrinthe, comparé à bien d'autres card-driven games, beaucoup de cartes ont des prérequis et beaucoup de ces prérequis-là sont assez pointus. Alors, ne désespérez pas si vous pigez votre main de cartes, vous êtes le djihadiste, vous avez 6 cartes américaines sur 9 que vous avez pigées. Avant de vous jeter en bas du pont, de grâce, lisez les cartes. Vous allez probablement vous rendre compte que sur ces 6 cartes-là, il y en a 3-4 qui ont des prérequis, puis vous êtes capable de jouer autour de ces prérequis-là pour que ce soit pas trop dommageable. De manière générale, à moins d'être très malchanceux dans une main de cartes, vous allez peut-être avoir juste une ou deux cartes qui vont être problématiques. OK, maintenant un nouvel élément sur cette carte-là, ici, Euro-Islam. En bas, on a le mot Remove en rouge. Ça veut dire que quand cette carte-là est jouée pour l'événement, je répète, pour l'événement, la carte est retirée du jeu, la carte est removed from the game, ou comme ça dit souvent dans les livres de règlement, je trouve tout le temps ça comique, on remet la carte dans la boîte. Alors, comme si on commençait déjà à serrer le jeu, puis qu'on prenait la carte, là, puis qu'on la rangeait dans la boîte avec son petit élastique alentour. Je comprends que c'est conceptuel, mais bon. Alors, si je suis l'Américain, je joue ces cartes-là pour les Ups. La carte va aller dans la discard pile. La carte ne sera pas removed from the game parce que je l'ai jouée pour les Ups. Par contre, si comme Américain, je la joue comme événement, ou si comme djihadiste, je l'ai dans ma main, je vais la jouer pour les Ups. Ensuite, il n'y a pas de prérequis, donc l'événement va se produire avant ou après les Ups. La carte va être ensuite removed from the game. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que si on a décidé de jouer plus qu'un deck, quand le deck va être rebrassé, si cette carte-là a été jouée pour l'événement, elle n'est plus dans le deck. Alors c'est pour ça qu'au deuxième ou au troisième reshuffle, le deck est toujours de plus en plus petit parce qu'il y a des cartes qui ont été jouées pour l'événement et qu'on ne revoit pas parce qu'elles sont removed from the game. Cette carte-là ici, Guantanamo a la mention lapsing. Ce que ça veut dire tout simplement, c'est que la carte a un effet persistant jusqu'à la fin du tour. On va le voir souvent dans le texte. Alors, dans le cas de Guantanamo, No recruit operations or detainee release the rest of this turn. Alors, la carte, si elle est jouée pour l'événement, elle a un effet pour le reste du tour. Et dans le. C'est pas le cas dans le module vassal, il faudrait que je ressorte mon board. Mais de mémoire, il y a deux cases sur le board physique qui s'appelle lapsing, où vous pouvez prendre justement une carte comme ça, puis venir la mettre ici. Essentiellement, c'est un reminder visuel pour les deux joueurs s'ils ont la mémoire courte que cet événement-là a été joué puis est actif pour le reste du tour. Dans Vassal, vous avez ces boîtes-là qui sont comme plus à gauche. Là. Donc, dans le cas de Guantanamo, elle n'est pas removed from the game, elle est lapsing, mais elle n'est pas removed from the game. Ce qui veut dire, fait intéressant à noter, qu'elle est quand même conceptuellement considérée dans la discard pile. C'est-à-dire que pour une raison X, si pendant le tour, il faut rebrasser le deck, je vais devoir rebrasser Guantanamo aussi. Même si elle se trouve dans une boîte lapsing, là, je la prends, je la mets dans la discard pile et je rebrasse. Et dans le roadbook, ils vous disent trouvez-vous une autre façon de vous rappeler que cet événement-là a été joué et est actif pour le reste du tour. Ensuite, nous avons l'acte patriote ici, qui a une autre mention spéciale qui est Mark and Remove. Mark, ce que ça veut dire, c'est que l'événement a un effet persistant, mais cette fois-là jusqu'à la fin de la game. Et souvent, ça s'appelle Mark parce que dans le jeu physique, il y a un marker, il y a un counter, un pion, avec Patriot Act dessus que vous pouvez utiliser comme rappel que l'événement est en jeu. Où est-ce que vous mettez ces pions-là? Ben, il y a deux choix. Vous avez une petite section ici sur le board qui s'appelle Events in Play, où est-ce que vous pouvez corder ces marqueurs-là, un à côté de l'autre, pour vous rappeler des événements qui sont en jeu. Ou dans le cas de certains événements, ce que je trouve quand même très nice, vous allez avoir des petits placeholders spécifiques pour venir mettre ces marqueurs-là. Alors, dans le cas de l'acte patriote, là, si on recheck rapidement, euh, on va revenir sur les événements, là, mais les États-Unis ne sont plus adjacents à aucun pays sauf notre bien-aimé Canada. Et ça permet de jouer l'événement Sanctions. Donc, vous viendriez mettre là, les petits jetons dans Vassal, c'est super facile. On fait faire un right-click. Dans le vrai jeu, vous fouillez dans votre boîte, vous trouvez, ou dans vos sacs Ziploc, vous trouvez ces marqueurs-là et vous venez les mettre au bon endroit. Alors, c'est encore plus contextuel. Ça vient me montrer clairement ici que les États-Unis sont plus adjacents aux Philippines, sont plus adjacents au Royaume-Uni, sont plus adjacents à l'Europe. La seule connexion qui demeure avec les États-Unis, c'est celle du Canada. Alors, à différents endroits sur le board, vous allez retrouver des placeholders
d'événements ici où vous pouvez venir mettre ces marqueurs-là quand ces événements-là sont joués. Encore là, ce ne sont que des rappels. Il y a des joueurs qui préfèrent mettre les cartes sur le bord du board comme rappel qu'elles ont été jouées puis qu'elles sont en jeu. C'est tout à fait correct aussi. Ce qui est important, exemple, dans le cas de Patriot Act, quand la carte est jouée pour l'événement, par exemple, elle est removed from the game. Alors, elle s'en va pas dans la discard pile. On peut la mettre à côté du board comme rappel, mais elle est vraiment retirée du jeu. C'est important de ne pas la rebrasser si jamais on reshuffle la discard pile. Et finalement, vous avez un exemple ici d'événement qui bloque un autre événement. Alors, des fois, vous allez avoir le terme bloc. C'est le cas de Morotox qui bloque l'événement Abu Sayyaf. Alors, ça veut dire deux choses essentiellement. Euh, si vous jouez Morotox avant qu'Abu Sayyaf ait été joué, vous la jouez pour l'événement, bon, ben, même si le djihadiste pige Abu Sayyaf plus tard dans la game, il ne peut pas jouer Abu Sayyaf pour l'événement. L'événement est bloqué par Morotox. Alors, toutes les cartes qui bloquent vont avoir la mention mark. On va venir mettre un marqueur à quelque part pour se rappeler que l'événement a été joué et qui bloque cette carte-là. Ça a aussi un autre effet, c'est moins évident peut-être, mais si Abu Sayyaf a déjà été joué et que je joue Morotox, ça vient aussi annuler Abu Sayyaf. Alors, même si le djihadiste a joué Abu Sayyaf avant, et que l'événement est en jeu, un événement qui en bloque un autre l'empêche d'être joué et l'annule s'il a déjà été joué et qui a un effet persistant. Alors, c'est quand même intéressant. Dans les faits, le marker, là, euh, vous voyez ici, ça c'est le marker quand Abu Sayyaf a été joué pour dire que là, Abu Sayyaf est en jeu puis il est actif. Puis Morotox, le counter, ressemble à ça ici. Et un événement qui est bloqué sur les counters, le jeu va toujours le mettre entre crochets. Là, évidemment, il n'y a, pas beaucoup de place sur un marker, fait que le jeu fait son possible. Mais quand vous jouez Morotox, ben, vous avez un endroit pour venir placer le marker et ça va vous indiquer sur le marker, là, le texte entre crochets vient vous dire que dans ce cas-là, l'événement Abu Sayyaf est bloqué et ne peut plus être joué. On va voir toutes ces interactions-là entre les événements quand on va faire la revue des cartes. Mais pour l'instant, là, vous avez un primer sur l'anatomie des cartes, qu'est-ce qu'on retrouve, les prérequis, les différents mots-clés qu'on retrouve sur les cartes. Et c'était le but de ce vidéo-là. Alors voilà, ça conclut. N'oubliez pas de poursuivre votre apprentissage avec les autres vidéos de la playlist. Merci de votre écoute.